Voilà. Salut à tous, c'est Don Mike. Et hier, on a assisté à la finale de la CAN, qui s'est bien terminée d'ailleurs. Et je tiens à féliciter le Cameroun pour sa belle victoire. Et aussi l'Égypte pour ce beau match qu'ils nous ont gratifié. Mes propos ici vont faire un peu une synthèse de ce qu'a été la prestation des éléphants lors de cette CAN-là. Et en fait, pour un champion en titre qui allait défendre son titre, on s'attendait à plus ou moins à une compétition une participation assez relevée de la part de nos éléphants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on a été éliminé au premier tour. Alors, ce qui a suscité, comme d'habitude, le courroux des Ivoiriens face à cette débâcle. Et on a vu certaines personnes s'adonner à une série d'injures un peu teintées d'une bassesse assez notoire. Et en fait, je ne suis pas pour ces injures-là. Mais en fait, c'est d'une part, on peut comprendre un peu ce qui pousse les Ivoiriens à avoir cette posture chaque fois que l'équipe nationale perd. En fait, nous avons d'abord, il faut qu'on regarde un peu la situation dans laquelle l'équipe nationale se prépare à chaque fois que nous avons une compétition. Et c'est vraiment déplorable dans la mesure où, d'abord, la compétition a lieu au Gabon, un pays au climat tropical, un pays où l'humidité et la chaleur font que la sensation thermique est assez pesante. Et pour une telle compétition, on s'en va se préparer à Abu Dhabi, un pays totalement désertique, là où la température est vraiment élevée et le vent est très sec. Voilà qu'une compétition qui va se jouer sur le continent africain. On s'en va se préparer à Abu Dhabi, au Moyen-Orient. Bon, je ne sais pas qui est responsable de la planification des préparations des éléphants dans pareilles circonstances, mais je trouve que c'est mal fait, cette préparation-là. Je me demande le jour où on ira jouer peut-être une compétition. Par exemple, la prochaine Coupe du Monde, c'est en Russie, en 2018. La Russie a connu pour ses températures assez basses. Et probablement, cette compétition sera en hiver. Je ne sais pas, là, peut-être vous allez inventer d'aller préparer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sur la Lune ou bien sur la planète Mars. En ce cas-là, on va vendre le pays, prendre cet argent-là pour payer vos voyages sur Mars ou bien sur Jupiter ou bien quelque part pour aller vous entraîner. Et partant de là, ça a été très mal fait. Maintenant, quand on entend certaines personnes dire « oui, cette équipe est jeune, il faut l'aider, il faut l'encourager au lieu de l'insulter », faut aussi. Si les gens à 24 ans, 25 ans, ils sont jeunes, on ne peut pas les insulter, comme vous le dites là. C'est pas quand ils vont avoir 50 ans, à 24 ans, le gars, il court comme une tortue. C'est à 50 ans ou bien à 60 ans, on va attendre qu'ils nous gagnent quelque chose alors qu'ils vont jouer avec une canne. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Mais en même temps, moi, je vais remonter à la genèse de cette histoire-là qui fait que à chaque fois, les joueurs sont pris à partie comme ceux par qui nous passons toujours cette situation de honte par rapport aux autres. On ne demande pas à chaque compétition que vous ayez nous rapporter la coupe ou bien quoi que ce soit parce qu'on sait que c'est humainement impossible. Mais en tant qu'un champion en titre, il y a l'engagement que vous devez mettre d'abord en entrant sur le terrain. On vous voit jouer en club, on dirait que vous avez 3 poumons chacun. Vous jouez comme des chevaux Mustang.
Quand vous arrivez en une équipe nationale, on dirait que vous venez prendre partie à une rencontre de pique-nique entre amis, ça sourit par-ci, par-là sur le terrain. On a un match décisif. Vous rentrez sur le terrain, ça sourit par-ci, par-là. L'adversaire n'est même pas intimidant, vous voyez sourire, comme si c'était vous qui étiez qui meniez déjà au score sans même qu'on ne commence le match. Mais à ce niveau-là, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème même est d'abord au niveau de la fédération. Regardez le championnat national aujourd'hui. Le championnat national ivoirien qui faisait la fierté de la sous-région. Le championnat national aujourd'hui est dans un état de désuétude, dans une déliquescence pas possible. Avant un ASEC Africa, toute la Côte d'Ivoire s'arrêtait. Dans les hameaux les plus reculés, chacun était branché à son petit poste radio ou bien à la télévision. La vie à Abidjan s'arrêtait parce qu'à ASEC Africa, c'était la crème de la crème, ça attirait tout l'engouement autour. Mais aujourd'hui, regardez, un ASEC Africa, même gratuit, le stade n'est même pas à moitié plein. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce parce que les Ivoiriens, du coup, ont arrêté d'aimer le football? Je ne pense pas. Mais la Fédération nationale de football a appauvri le championnat national au détriment de l'équipe nationale. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont exigeants par rapport à l'équipe nationale au moment où il s'agit de réclamer un résultat probant. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont à ce niveau-là très exigeants avec vous, les joueurs de la sélection nationale. Et puis, on ne vient pas en sélection pour apprendre à jouer. C'est parce que tu es bon dans ton club qu'on t'envoie en sélection. Donc, quand tu viens en sélection, tu es en mission pour toute une nation. Il faut se donner. C'est vrai, tu peux perdre. On n'a pas, le football, il y a trois résultats probables. Une victoire, une défaite et un match nul. Mais des fois, quand tu perds, il faut perdre avec honneur. Et regardez, il y a certains qui disent, oui, l'Ivoirien, la mémoire courte, on n'est pas reconnaissant. Mais c'est pas vrai. Regardez en 94, à la CAN de 94, avec vos aînés de 94, qui sont allés jouer comme pour défendre leur titre de 92. Ils ont perdu, ils ont terminé la compétition à la 3e place. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, on les a accueillis en euros. Avec à la tête Kasper Zak comme entraîneur, ils ont été accueillis en héros en Côte d'Ivoire. Malgré la défaite, malgré la 3e place. On a vu le match de la 3e place disputé contre le Mali qu'on a gagné 3-1. Le premier but de Adama Cloutier, le deuxième de Ahmed Ouattara et le 3e but de Sié Donald. On a vu la rage qu'ils avaient de vaincre en demi-finale, 2 buts de Bassolé. On a malheureusement perdu la demi-finale, le tir au but contre le Nigeria. On a vu comment les gens ont joué cette compétition. Malgré qu'on ait terminé en 3e position, on a été élu la meilleure équipe du tournoi de la CAN de 1994. On a perdu, mais les gens ont été accueillis comme des héros nationaux au pays. Pourquoi votre tour, quand vous perdez, les gens sont énervés? Parce qu'on sait que de la manière dont vous rentrez sur le terrain, c'est pas, on ne sent même pas que vous êtes venu jouer pour un pays, pour le pays. Et à chaque fois, on est obligé de casquer le pognon pour vous envoyer à la CAN. 4 milliards à cette compétition en 10 jours. 22 joueurs plus le staff technique, au maximum 30 personnes. En 10 jours, 4 milliards de coffre, du coffre de l'État. Et on vous insulte, ça vous fait mal. Et le pire, quand vous perdez cette compétition, il n'y a même pas un qui peut se présenter au pays devant les Ivoiriens pour dire oui, vraiment, on a mal joué, on reconnaît, on demande pardon. Non, chacun a pris sa part dans les 4 milliards là, est retourné en famille chez lui, retourné dans son club, et puis c'est fini, ça ne va pas quelque part. Nous, les supporters là, on gagne quoi?
Quand vous gagnez la compétition, l'année dernière, par exemple, en 2015, vous avez gagné l'année. C'était des pluies, des millions, si vous, des maisons passées par là. Nous, en tant que supporters ivoiriens, on a gagné quoi? Rien. Mais on était contents. Vous arrivez sur un terrain de football zéro. Pour peu que ça, vos aînés en 2000, qu'ils les envoyaient à Zambakro. Si vous ne saviez pas là, il faut qu'on vous rappelle ça. On ne vous demande pas de faire des miracles, mais jouer au football. La manière dont vous jouez dans vos clubs, là, jouez comme ça aussi en sélection. Parce que là où moi je travaille, dans l'entreprise de travail, si mon entreprise décaisse une somme pour que je réalise telle mission, j'ai failli à ma mission, je suis à la rue. Donc quand vous venez en équipe nationale, dites-vous que vous venez pour représenter, vous venez pour une mission. Et pour cette mission-là, il y a un montant qui a été décaissé. Vous avez failli à votre mission-là. Est-ce que vous avez ramené la monnaie des 3 milliards, des 3 milliards 900 que vous avez pris là? Non. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure que la faute revient à la Fédération nationale parce que elle a d'abord appauvri le championnat national. Étant donné que le championnat national n'attire plus grand monde, la seule opportunité que l'Ivoirien a de se sentir autour du football, de sentir qu'il est représenté par... C'est en équipe nationale. On fonde tous les espoirs sur vous quand vous venez. Zéro. Il faut qu'on se revoie. Le championnat national de Côte d'Ivoire, qui faisait, comme je le disais tantôt, la fierté de la sous-région. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un championnat national, on a vu jouer les Sopi Jonathan, les Ishaya Jato, les Yarachidi Ekini, les Stephen Keshi. Hein? Les Ben Iroa, les John Zaki, les Balouki Milandou, perd son âme. Mais, diantre. Aujourd'hui, regardez le championnat national. Alors, quand il n'y a pas, les financements ne sont pas faits pour qu'il y ait une relève assurée au niveau national, vous voulez qu'on fasse quoi? Avant, tous les joueurs de la sous-région rêvaient de jouer dans le championnat national, principalement à la SEC et à l'Afrique. Même Brésiliens ont joué dans le championnat ivoirien. Aujourd'hui, totalement démotivé, la fédération ne fait rien pour ça. Il n'y a pas de compétition des jeunes, les compétitions juniors, il n'y en a pas. Et ce qui me fait rire, quand il y a une coupe du monde des jeunes ou bien une coupe d'Afrique des jeunes, on trouve le moyen de monter une équipe pour aller représenter. Vous parlez du Gaou. Il n'y a pas un championnat de jeunes. Il n'y a pas un championnat de football féminin. Mais quand on dit oui, Coupe d'Afrique des Nations du football féminin, on envoie une équipe féminine. Où vous tirez, où vous enlevez ces gens-là pour aller à ces compétitions-là, pour nous faire passer la honte. Tout est une question de formation. Les jeunes, aujourd'hui, il y a plein d'écoles de football en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là? Où sont les championnats, les championnats nationaux de ces jeunes? Avant même, dans les années 90, il y avait championnat junior, il y avait championnat ceci, cela. Aujourd'hui, là, zéro. Football féminin, là, mais on n'en parle même pas. Alors, si on n'est pas à mesure de pouvoir organiser le football sur le plan national, ça ne sert à rien d'aller injecter des milliards dans l'équipe nationale parce que le résultat va être ça. Vous voyez, c'est ce qui est dommage. L'année dernière, au jubilé de Ben Badi, mais quel beau souvenir on a eu de voir les Ben Badi, les Titi Kamara, les Mongei Gei, les Hassan au bout, les Begré Yago et autres. Tous âgés dans la cinquantaine, mais les voir conduire le ballon, c'était quelque chose qui remplissait l'Ivoirien de joie.
On ne sait pas, vous là, dans votre football, vous avez joué là. Qui sont vos références? On ne sait pas. Voilà, monsieur comme Ben Badi. De se passe à l'aveuglette, par-ci, par-là, par talonnade, tout ça. Le stade était en ébullition. Vous, aujourd'hui, vous jouez, même pour avoir un corner, c'est dur. Alors, il faut qu'on s'asseye et puis on discute. Il faut qu'on s'asseye pour voir ce qui ne va pas. Parce que c'est pas normal. Un pays qui se veut une nation de football, il n'y a pas de compétition de jeunes, il n'y a pas de compétition de football féminin. Quelque chose ne va pas. Et la fédération se contente seulement de nous, à peine si on finance le championnat national. C'est dommage. Un championnat national de Côte d'Ivoire, où tous les grands joueurs de la sous-région ont évolué, ou rêvaient d'évoluer pour pouvoir avoir se projeter dehors. Aujourd'hui, là, regardez le championnat national. C'est dommage. Et quand on utilise les réseaux sociaux pour critiquer ce genre de choses, il y a des gens qui apparaissent pour dire oui, les Ivoiriens aiment trop raconter des histoires, des ragots, des rumeurs, c'est rentré ici, c'est sorti là, le gouvernement va sur soi ou interrompre Internet ou bien interrompre les réseaux sociaux. Mais quand même, quand vous-même dites ça là, il n'y a pas quelque chose qui tombe dans vos ventres, quoi. Si soit les réseaux sociaux bien interdits ou bien réduits, là, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Parce que pour que vous fassiez ça, il faut que vous rentrez en accord avec vos partenaires français. Aujourd'hui, les Orange, là, ils se disent les premiers opérateurs de quoi en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire principalement. Parce que quoi? Par les passes d'Internet qui vendent cher aux Ivoiriens, là. C'est par rapport à tout ça, là, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, pour que vous venez réduire l'accès à Internet, l'Ivoirien n'a pas accès à Internet, ou bien quoi que ce soit, là. Les chiffres d'affaires vont prendre un coup. C'est là, vous allez mener vos propres totems. Oui, que l'Ivoirien fait des réseaux, utilise mal les réseaux sociaux, fait circuler des rumeurs, fait circuler ceci, cela. Mais j'ai dit une fois dans un de mes posts que là où la voix officielle se tait, les voix officieuses prennent la parole. La rumeur surgit à quel moment? Au moment où, quand il y a des situations qui s'opposent, l'autorité se tait. Quand l'autorité se tait, l'Ivoirien aujourd'hui a soif d'informations, l'autorité se tait là. On a besoin, il y a quelqu'un qui va... La nature aurait du vide. Si l'autorité sommet, quelqu'un va faire le travail que l'autorité devait faire. Je vais vous donner quelques exemples. On a eu malheureusement le drame, l'attentat de Bassam, qui s'est produit aux environs de 13 h un dimanche, un jour de plage. N'eût été les réseaux sociaux, peut-être même qu'il allait avoir plus que ceux qui sont morts. Parce que c'est par les réseaux sociaux, les Ivoiriens ont commencé à véhiculer l'information qui ont empêché certains de se diriger à la plage à cet exact moment-là. À quelle heure un membre du gouvernement, l'autorité, est apparu pour dire quelque chose aux Ivoiriens? C'était aux environs de 18 h, c'est-à-dire pratiquement 5 heures après. La RTI présentait un match de football en ce moment-là. On nous dit que la RTI n'est pas une chaîne d'information en continu. Ok. Mais une situation comme celle-là, l'autorité peut se taire pendant 5 heures et vous vous plaignez que les Ivoiriens utilisent les réseaux sociaux pour véhiculer les informations. On est obligé de le faire parce que sinon, la psychose s'installe. Deuxième cas. L'information, le cas de l'augmentation des factures d'eau et d'électricité. Quand la situation a commencé, les Ivoiriens ont commencé à se plaindre, les réseaux sociaux ont commencé à faire leur travail, à exposer la situation. Quel jour le gouvernement s'est prononcé? 3 jours après, pour que le gouvernement vienne nous dire, non, c'est pas nous, on a augmenté le prix des choses.
Il a fallu que quelqu'un, le DG de la SODECI ou bien CUE, dise que oui, l'information a été prise de concert avec le gouvernement. C'est-à-dire, il y a une situation qui se pose. Les Ivoiriens sont énervés, en train de parler. Vous vous taisez pendant 3 jours avant de venir prendre un communiqué pour dire oui, ce n'est pas le gouvernement qui a fait ceci, qui a fait cela. Ça, c'est un autre cas. Le problème sur les taxes, sur de la douane à l'aéroport, quand ça a éclaté, tout le monde en parlait. Les Ivoiriens utilisaient les réseaux sociaux pour décrire cette histoire-là. À quel moment l'autorité s'est prononcée? Encore 3 jours après. C'est-à-dire que quand les situations se posent, vous ne réagissez pas à temps pour éclairer l'opinion. Vous voulez qu'on se taise également sur les réseaux sociaux. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et dernièrement, on a vu avec la situation des mutins. Au moins 3 jours encore, avant que vous ne vous déplacez ou bien vous ne vous levez pour prendre un communiqué, pour apparaître aux yeux de la population, pour expliquer. Alors qu'il y a des tirs partout, la population terrorisée, atterrée chez elle, personne ne parle. N'eût été l'information par les réseaux sociaux pour calmer un peu les gens, ça allait être encore pire. Alors, on assiste à une situation où il y a une crise d'information. Et cette crise d'information, en fait, met en évidence je ne sais pas comment je peux dire, mais met en évidence une crise des informations qui sont en crise dans une situation donnée. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les attachés de presse, les responsables de communication dans certaines structures puissent se taire face à ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, vous vous plaignez, mais prenons un peu l'exemple sur les États-Unis. Barack Obama est passé pratiquement son temps sur Twitter, sur Facebook, en train de donner des informations. Même, il avait trouvé un canal direct de communiquer avec la population américaine quand il y avait une situation qui se posait. Aujourd'hui, Donald Trump est venu, c'est la même chose. Il est toujours sur Facebook, toujours sur Twitter, en train de donner des informations, de répondre même à des Américains qui posent des questions, tout ça. Pourquoi, au lieu de vous fâcher là, le président de la République, il peut faire ça au-delà avec l'Internet. Si c'est pas là, la RTI pour parler qu'il y a problème là, chez vous à la maison, vous pouvez, je ne sais pas, être en communication directe avec la population, c'est ce qu'on veut. Mais non, les gens sont là en train de se plaindre à chaque fois, oui, c'est rentré, c'est sorti là, mais écoutez, combattre aujourd'hui, vouloir combattre l'accès des gens à Internet, tout ça, c'est vrai que quand tu accèdes de par ton téléphone mobile ou bien de par ton ordinateur, dès que tu accèdes à un site Internet ou bien tu accèdes à Internet, il y a le protocole d'Internet qui fait que tu peux être tracé, on peut te suivre où tu es, ou tout ça. C'est pas aussi facile que ça, lutter contre des gens sur Internet. C'est un peu comme lutter contre une guérilla urbaine. Ceux qui ont fait l'école militaire vous diront combien c'est laborieux de lutter contre une guérilla urbaine parce que l'adversaire est multiforme, multifacette et c'est ce qui rend difficile aujourd'hui les combats sur Internet. Vous pensez que nous, la Côte d'Ivoire, on n'est pas créatrice de choses, de technologies. On est consommateur de technologies. Les Américains, les Russes et autres, même qui sont créateurs de technologies, là, ils ont du mal à restreindre l'accès à Internet à choses. Ça aurait été facile pour eux qu'aujourd'hui, le premier qu'ils allaient interdire l'accès à Internet, c'est l'État islamique et autres. Mais qu'est-ce qui fait que depuis là, ils n'arrivent pas à contourner les gens des choses de l'État islamique? Parce que Internet, là, tu ne sais pas le visage de qui est ton adversaire. Donc, c'est difficile. Peut-être que vous allez tenter, mais c'est difficile. Donc, moi, mon propos, c'est qu'au lieu que vous preniez ceux qui donnent les informations sur les réseaux sociaux comme vos adversaires, il va falloir écouter beaucoup ceux qui parlent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a certaines vérités qui sont dites sur les réseaux sociaux
que même dans les ministères de l'économie, de la communication, n'a même pas ces informations. Et puis, si je prends les réseaux sociaux, mais écoutez, le gouvernement actuel doit son salut à l'action des réseaux sociaux au moment où on savait comment la situation était au pays. Qu'est-ce qu'il faisait? Du golf, qu'est-ce qu'il faisait? C'était par les réseaux sociaux et communiquaient. Alors, si à votre temps ça a été bon, aujourd'hui, c'est vous qui voulez cracher dans le plat dans lequel vous avez mangé. Alors, arrêtez ça. Et donc, moi, c'était ce que j'avais à dire. Et voilà. Donc, on se laisse.